Salut Fred, ça craft? Ça craft et toi? Ça craft, super. Et aujourd'hui, Parfait. on va parler packaging design. C'est un peu plus mon rayon, donc je vais prendre le relais sur le storytelling et la manière dont présenter les produits. Mais ton avis et ta vision est grandement appréciée tout au long de cet épisode. Avec Euh, plaisir. donc là, on va dire c'est le packaging dose numéro 2. On a décidé au final de faire des épisodes de packaging design, donc qui sont consacrés juste au design graphique des bouteilles de vin, bière et spiritueux. Le faire une fois par mois, souvent en fin de mois, je pense que c'est ce qu'on s'est dit. Ouais. Et voilà, histoire de vous donner un petit peu d'inspiration, parce qu'il y a beaucoup de belles choses et ça ne s'arrête jamais. Et voilà, donc pas mal d'inspiration pour vos projets boissons, vos projets spiritueux à vous. Et on va défiler donc plusieurs belles bouteilles ici. Et on va commencer par Bou Barueta, qui est un pisco donc du Chili. Ok. Donc tu me disais tout à l'heure en off, parce que je savais pas ce que c'était le pisco, honte à moi. Et une eau de vie de raisin, du coup. Exactement. Eau de vie de raisin. Les Chiliens et les Péruviens se bataillent pour la paternité du truc, mais voilà, on va dire c'est l'équivalent du brandy ou du cognac, mais à la sauce chilienne ou péruvienne. Ok, d'accord. Et du coup, c'est marqué Grande DOX Ouais, Atacama. Alors, tu sais ce que ça veut dire, DOX? absolument pas. Voilà, je sais pas si c'est comme nos VS, nos VSOP, XO et tout. Ouais. J'aurais tendance à dire que non, mais voilà. En tout cas, là, je pense que ce qui est le plus marquant, c'est surtout le coffret et tout, parce que Mm. la bouteille en soi, elle est assez classique. Par contre, il y a un joli travail, je trouve, sur le bouchon. Le bouchon et peut-être la petite étiquette, si elle est vraiment comme ça, un peu décollée. Le dox, là, justement. Ouais, il y a un côté assez cool. Et là, on le voit pas, je pense, dans les futures images. Mais en fait, ce qu'on voit au milieu, c'est des cornes d'éléphant, en fait. Il y a vraiment un truc D'accord. autour des défenses d'éléphants, etc. Il y a un côté très terre ou argile, en tout cas. Et c'est ce qu'on peut voir si on zoome. Alors là, vous ne pourrez pas zoomer, mais si on zoome de très près sur la bouteille, tout en bas, Mhm. en fait, c'est vraiment des éléphants qui sont Ok, je vois. représentés juste en dessous de Boubaroueta. Là, Ouais. et voilà, donc il y a un côté, voilà, un côté défense et animal dans cette bouteille. Donc belle bouteille, belle couleur, hein, couleur complémentaire généralement. Marron ocre avec le bleu, là ça passe toujours bien. Donc Mais parfait. un bon exemple que finalement, avec une bouteille assez standard, quand vous bossez le coffret, l'étiquette, le bouchon, ça. Et la Ouais. photo. Et la Et la photo, photo. surtout le pack shot. Et on va pouvoir le voir dans l'exemple suivant d'ailleurs. Ça donne envie, carrément. Du coup, le next, Next, Booster Holiday Shots. Booster Shots Vodka. Alors là, c'est un cas assez particulier, parce que j'ai l'impression que c'est une agence de com qui s'appelle Conflict, Conflict, euh, ok. qui a créé ces petites doses, ces petits Mhm. vodka boost pour leurs partenaires et leurs clients. Et ils sont partis, ils sont partis du parti pris que au Canada, on était un peu dans cette vague de Covid, qui a eu une première dose de vaccin, une deuxième dose, et à l'époque de la sortie de ces boosters, ils se demandaient s'il n'y aurait pas une troisième dose, etc. Et ça coïncidait avec le côté, avec les vacances qui allaient venir. Et donc, du coup, ils se sont dit, pour marquer le coup, on va faire notre troisième dose à nous, qui est une dose de boost D'accord. pour lutter contre la frustration et tous les mauvais feelings qu'on a eu pendant cette période de Covid, et pour célébrer un petit peu les vacances. Et du coup, c'était leur vaccin à eux, au final, Mais à je crois que le proposer à terme leurs booster clients. shot, c'est le terme de la troisième dose, hein, globalement. Ok. Il me semble, ouais, c'est la dose booster. Là, du coup, ils ont associé ça au Holiday Booster Shots. Voilà, Voilà. donc c'est Donc celle des du coup, vacances.
c'est assez insolite. Et puis au final, je me demandais si c'était un produit concept ou quoi, mais pour le coup, bah, c'est moitié concept, moitié réel, vu qu'ils l'ont fait eux-mêmes, mais qu'ils l'ont offert à leurs clients et partenaires. Et ils ont réalisé vraiment toute la com autour de cette ambiance médicale, forcément, qui rend méga bien. Enfin, là, on voit sur le packaging vraiment des boosts, c'est marqué conflicted, mais ils ont enlevé toutes les voyelles pour donner voilà, un côté beaucoup plus pharmaceutique. Et, Mm. et tout le pack shot, tout le visuel, on pourra aller voir sur leur site peut-être dans une étude de cas future, où vous pouvez y aller en tapant booster shots vodka conflict. Il y a tout un côté où ils prennent des gants pour faire leur cocktail, etc., pour manipuler leur bouteille. Ils y sont allés à fond, quoi. Et je trouve ça génial. Et mine de rien, ce côté pharmaceutique du packaging rend hyper bien. C'est super moderne. Moi, ça me fait penser à un packaging qui avait gagné beaucoup d'awards il y a 2 ans, qui s'appelait Rapscallion. Je crois que c'était un genre de kombucha ou de boisson sans alcool d'Écosse. Et il y avait un style aussi un petit peu pharmaceutique, très médical et tout. Et ouais, ça rendait bien la typo choisie. La manière de mettre un peu tout dans des cartouches ou dans des tableaux avec des lignes et tout, et puis la couleur bleue utilisée, forcément, Ouais. ça Mais connote tout on... cet aspect-là. Donc, Mais on voit du coup que sur le kit, il y a un vermouth aussi. Et ouais. du coup, je pense qu'ils voient ça comme en fait, un petit kit pour faire un martini, en fait. Un vodka martini. Donc, tu as les 2 ingrédients principaux. Tu as le vermouth et la vodka. En plus, si je regarde les doses, justement, tu as du 3 fois 6 centilitres de vodka, 1 fois 6 centilitres de vermouth. Donc, en plus, avec un parti pris pour un martini assez dry. Puisqu'il y a 3 parts, donc c'est 3 parts de vodka pour 1 part de vermouth, en gros. Okay. Voilà la petite analyse cocktail du truc. Après, effectivement, je pense que j'imagine effectivement que ça doit être un truc de com, parce que j'ai beaucoup de mal à imaginer que ce soit validé, ce genre de choses, si c'était vraiment commercialisé en l'état. Ouais, c'est clair. C'est clair. Il y a tout le côté. Ils font passer ça pour un médicament ou pour un côté. Par contre, en termes de, effectivement, cadeau ou je sais pas, tu vois, hop, le petit kit pour faire un martini, il est vraiment, vraiment stylé. Ouais, c'est génial. C'est génial et puis c'est marrant et ouais, il y a un côté décalé et c'est bien d'avoir de l'argent en rab pour faire du cadeau aux clients et aux partenaires. Bon, À ce bah du niveau-là. coup, on fera sans doute un petite étude de cas plus approfondie sur ça pour creuser le truc. À suivre. Yes. Next, encore une belle bouteille là, très très stylée. Cutthroat Gin, le gin coupe-gorge. Alors ça, c'est assez intéressant parce que il y a 2 bouteilles. Donc la bouteille de gin qui a été designée, shapée, modelée pour que ce côté cut soit vraiment apparent sur la bouteille. Et ils en ont fait une version tonique aussi pour faire un gin and tonic. Là, cette fois-ci, la bouteille est beaucoup plus classique, mais par contre, l'étiquette est coupée en 2 littéralement. Et effectivement, j'ai pu voir que la marque a voulu s'inspirer de tout le côté des années 1880, avec tout ce côté un peu American gangster, prohibition, et alors peut-être pas la prohibition, c'était un peu plus tard, mais en tout cas ces époques-là, je crois qu'il y a beaucoup de mythes et légendes, dont la légende de Jack l'Éventreur. C'était marqué dans leur storytelling. Donc voilà, ils voulaient un petit peu mixer tout ce type de mythologie autour de leur jean et faire vraiment quelque chose de cutting edge, comme ils disent. Donc cutting edge, c'est-à-dire avant-gardiste, et pour le coup, ça rime bien avec le look du produit. Mais le jean, il y a écrit First Cut aussi. Et puis oui, il y a le côté cut de distill cut et de tout ce dont tu me parles, les cuts de distillation, dont moi je suis un peu moins expert. Bon, alors là, First Cut, j'imagine, c'est plus pour dire que c'est le premier lot du truc. Mais voilà, c'est dans leur storytelling, tout est bien léché là. Pour le coup, une bouteille qui représente aussi bien le truc. Et même la bouteille de tonic, l'étiquette
coupé. Le flacon, un peu, ça fait flacon vraiment truc de pharmacie, enfin, ouais, d'apothicaire ou je sais pas, L'apothicaire, ouais, une bouteille. ouais. Ça pourrait être une bouteille de formol pour aller kidnapper quelqu'un. Enfin bref. Ouais, ou d'éther. On voit bien le côté. Enfin, c'est très bien brandé en tout cas. Ouais, carrément. Bon. C'est cool. Donc on a la paire, next. le gin et le tonic. Domaine Ensuite, Gélinas. Encore un gin artisanal façon Gélinas, 40% alcool, 100 ml de labeur. Ça, c'est assez cool de manière. Alors, pareil, pour moi, ça fait apothicaire et j'ai l'impression que ce style-là revient en force. Cette fausse impression que les choses sont vieilles et travaillées. Là, aussi les étiquettes qui ont la typographie en vraiment gros. On voit le domaine. Alors, généralement, c'est drôle parce que ce qu'on met en exact, c'est toujours est-ce que c'est un gin, quel arôme c'est, etc. Ouais. Là, on voit vraiment quel domaine et quelle distillerie a produit ça. Donc, je trouve ça aussi intéressant d'un point de vue marque. Est-ce qu'on met la distillerie en avant? Est-ce qu'on la recule et qu'on met plutôt la marque du gin en avant? Là, au final, c'est plus un gin artisanal et le domaine qui est mis en avant. Donc, c'est une utilisation peut-être différente. Il y a beaucoup d'infos quand tu as le contre-étiquette, énormément d'infos. La tranche et tout. Et donc, c'est québécois, visiblement. Production du Québec. Ok. Mais 2001, domaine Gélinas. Ouais. C'est marrant parce que tout est à peu près au même niveau. Tu as tout un beau pavé pour connaître le produit. Et Je pense qu'il y a un pavé aussi parce que c'est, à mon avis, la bouteille, 500 millilitres, elle est allongée. Elle doit être assez petite quand même. Hein. Donc, pour pouvoir lire tout ce qui est marqué, ça prend de la place aussi. Et ils ont fait des déclinaisons de couleurs également. Des différentes arômes. Alors, moi, je me pose une question, maintenant que je sais que c'est québécois. Il me semble qu'au Canada, l'étiquetage doit se faire aussi bien en français qu'en anglais. Alors, du coup, je pense que vu tout ce qu'ils ont mis comme info, ils se retrouvent peut-être potentiellement face à un petit souci s'ils devaient tout dupliquer en 2 fois. Enfin bref, je sais pas. Ouais, bah c'est effectivement. Alors peut-être que c'est aussi québécois, mais qu'ils pour l'export peut-être. Qu'ils l'exportent parce qu'effectivement, moi, quand j'avais travaillé pour l'autre mission, bah, ils sont québécois et ils font tout en double. Et sur l'étiquette, les deux doivent être marqués parce qu'il y a vraiment. Quand tu exportes au Canada, bah, il y a les anglophones et les francophones. Et après, il me disait, par contre, le côté francophone était très pro-francophone, quoi. Ils aimaient pas que le français soit mis en deuxième, quoi. Ils préféraient que ça soit mis au-dessus. Donc, c'était assez marrant de voir ça. Mais effectivement, c'est une assez bonne, assez bonne remarque. Pensez-y si vous produisez pour le Canada. C'est clair. Mais très beau en tout cas. Et là, pareil, c'est une bouteille assez standard, mais qui est superbement mise en valeur, je trouve, avec une étiquette finalement très simple. Et la gamme avec les 3 couleurs aussi, ça fait classe quoi, dans un back bar ou sur une étagère. Ouais. Et puis bon, bah, c'est faussement simple, hein. Comme tout, tout ce qui est léché et clean, il y a du travail dedans, ça se voit. Et même la typo est pas là pour rien. Enfin, c'est très bien travaillé, quoi. Ok. Next. Hennessy. Donc ça, c'est un truc récent. Hennessy Maluma, c'est un. Donc ça, je l'ai vu passer. C'est un partenariat. Enfin, c'est une bouteille faite avec un musicien qui s'appelle Maluma, un Colombien, je crois. Et c'est la première fois que la marque fait une telle collab avec un musicien. Voilà, sur une édition limitée. Ah, il y a un côté un peu disco. Alors, je sais pas quel genre de musicien c'est. J'avoue, je sais pas du tout non plus. Là, sur le packaging, il y a une espèce de typo qui rappelle un peu, je sais pas, le côté nostalgique de Beverly Hills ou ce genre de truc, tu vois. On dirait un hôtel à Miami ou un truc comme ça, je sais pas. Ouais, c'est ça, ouais. Et pour le coup, pour Hennessy, enfin, moi, ça m'a super troublé l'utilisation de ces couleurs-là. Hyper flashy, hyper Jones.
c'est comme si NSI avait envie de se mettre dans la tendance de la génération Z, de ce qui se fait en ce moment, c'est-à-dire des couleurs méga flashy et puis oser être totalement décalé. Là, il y a, pour moi, ce qui fait un petit peu la force du produit, c'est sa faiblesse, c'est-à-dire il n'y a aucun rapport entre le look de l'étiquette Mm. et celui de la bouteille. Enfin, quand on voit le pack shot, c'est ultra chelou. Enfin, je sais pas si c'est juste moi, mais en tout cas, c'est trop bizarre là. C'est un mix c'est un anachronisme total cette Ouais, bouteille au final. de tradi et de moderne et de en même temps vintage. Enfin, je sais pas, ouais. Ouais, 80s. c'est très étrange et pourtant j'aime bien. Donc soit je rajeunis, ce qui serait cool, soit ouais, je sais pas. C'est hyper étrange. Bon, après, comme c'est pour des éditions un peu spéciales et tout, ils peuvent se faire plaisir, tu vois. Et puis pour certains marchés, j'imagine, ça c'est pour l'Amérique du Nord aussi, où ils peuvent se faire kiffer et sortir un peu des clichés tradis des bouteilles habituelles, quoi. Ouais, carrément. Mais voilà. Faites des Ok. éditions limitées et comme ça, vous pouvez expérimenter des trucs comme ça. Ensuite, Next. donc on passe au vin maintenant. Ouais, a priori. ouais, une bouteille de vin. Alors là, je pense que je n'aurai plus le titre, enfin le nom de la marque. Par contre, ce qui m'a plu, c'était l'utilisation. Au final, on peut voir différentes bouteilles là sur le visuel. Je crois, il me semble que ce qu'ils vendent, c'est la bouteille du milieu. En gros, ça ressemble à ça, ce qu'on achète, D'accord. c'est-à-dire une succession de petits papiers, de petits stickers qui sont attachés par un élastique quoi, ou un fil, je sais pas. Et au final, dans le but de customiser vraiment sa bouteille comme on veut. Donc on prend ça et puis on la colle un peu n'importe où et puis on tripe avec et ça donne une collection un peu unique, etc. Donc je trouve ça assez cool. Alors est-ce on se prend en jeu peut-être, peut-être pas. Peut-être que tu l'achètes et tu le donnes à tes enfants. Tu leur dis, t'as pas le droit de boire, mais par contre, t'as le droit de jouer avec la bouteille. Avec modération. Voilà. C'est la bouteille scrapbooking. Ouais, c'est un peu ça. Et en fait, j'aime bien. Et ça donne un côté unique. Alors, quand on parlera d'NFT, peut-être dans un prochain épisode, est-ce que ce serait pas l'idée parfaite pour ce type d'utilisation, puisque ça donne quelque chose d'unique et de rare, etc. Bon, en tout cas, d'un point de vue parfaitement terre à terre, je trouve ça plutôt original, quoi. Tu crées ton et je me propre demande où sont collector. les données légales pour le coup. Ouais, c'est là que si on me présentait ça, je serais un peu rabat-joie et dirais ouais, c'est bien sur le papier. Je doute fort que ça passe ou je sais pas. De toute façon, c'est pas conçu enfin, je sais pas, ça peut pas être conçu pour être vraiment commercialisé parce que ta bouteille avec un élastique dans les magasins, c'est ingérable, quoi. Ah si, ça s'appelle Colaz, si vous Tout voulez. va se perdre, quoi. Si vous voulez aller voir Kolaz, Colaz. Et du coup, bah, Colaz comme collage, hein, je suppose. En polonais, ouais, ça marcherait. Collage. Ouais. Suhovino. Et du coup, ouais. à voir si le derrière est bien mis. J'ai peut-être l'impression que le derrière, on ne le voit pas forcément là sur le packshot, mais qu'il est quand même toujours présent. Enfin, dans tous les cas, de manière légalement parlant, c'est obligatoire. Donc, c'est clair que voilà. à voir. Au pire, c'est un kiff, le kiff d'un graphiste ou d'un. Ouais. Bref. Bah, si vous testez, vous nous dites si ça passe ou pas. C'est clair. Voilà. Ensuite, il y a beaucoup de gin là dans cette. Lancaster Distillery. Ouais. Tu la connais? Pas du tout. Mais on est encore sur un format de bouteille très standard. Ouais. Et voilà, mais une étiquette qui ressort bien. Ouais, une étiquette qui a du grain. Enfin, elle a un papier un peu soit recyclé, soit vergé. Enfin, je pense qu'au toucher, elle doit être agréable. Et puis, du coup, apparemment, une distillerie de 2018 en Pennsylvanie.
Mm. Et Zoetropolis, ouais, ça c'est cool. On peut voir un chien dessiné. Du Genièvre. Genièvre, ouais. Et puis la ville. Peut-être leur distillerie. Ou... Avec un petit government warning en dessous. Mais en tout cas, un mix de tradi et de léché en termes d'illustration. Et j'adore les tons un peu pastel comme ça. Ce qui est amusant, c'est qu'ils ont calé le code barre en plein milieu finalement, mais que ça se marie très bien. Ah mais grave, mais tu vois, je l'ai vu sans le voir en fait. Ils jurent pas quoi. Et t'as un code barre au milieu de l'étiquette, mais ça passe crème quoi. C'est plutôt bien joué. Ouais. Par contre, alors je me demande d'un point de vue légal pour, si on était en France, généralement, ouais, tu as le pourcentage, le litrage, le code barre à côté. Enfin, tout doit être dans un délire visuel, mais en fait, j'ai l'impression qu'ils ont mis le parti pris de le mettre totalement frontal, quoi. Ah ouais, tout est. Ouais, je pense qu'il y a tout. Enfin, en tout cas, je vois qu'il y a du 750 millilitres. Il y a le 40 et quelques % qui est sur la toute gauche. C'est pas très lisible, mais on le devine. Voilà. Non, je pense. Pas mal de typos différentes aussi, mais pour le coup, ça rend bien. Mais donc, comme quoi, on peut tout caler, tout caler comme ça, en plein milieu, et ça, c'est pas forcément moche, quoi. Ouais, non, c'est clair. Bon choix. Next. Et là, on a de la milk beer. Milk beer. Donc de la bière au lait. Alors, j'ai jamais goûté. Enfin, j'ai goûté les milkshake IPA, ce genre de choses qui sont très très bonnes, quoi. Mais je me demande ce que c'est la milk beer parce qu'il y a un côté asiate derrière qui est très spécifique à mon avis. Alors, spontanément, si on me dit ça, je dirais que c'est du lait qui a fermenté et je sais pas. Ouais, avec, tu vois, moins de 0,5% d'alcool. Peut-être qu'il faut pas prendre le mot bière au sens bière tel qu'on l'entend. Ouais, je pense pas, ouais. C'est un genre de kombucha, je pense, ou de kéfir plutôt. Vu qu'il y a du kéfir de lait et tout, à mon avis, ça doit peut-être être ça. Si vous savez, dites-nous en commentaire. En tout cas, c'est asiatique, visiblement. Ouais, alors je saurais pas dire quel pays. Non plus. Et en tout cas, ouais, un truc que je trouvais cool dans ces canettes-là, au-delà du graphisme qui est sympa, il y avait aussi l'ouverture de la canette qui est différente. Et ouais, dans un monde encanetté aujourd'hui, dans n'importe quel type d'ailleurs, qu'on soit dans les spiritueux, dans la bière ou dans le vin, tout arrive en canette. Et c'est intéressant de se dire, les bouteilles ont des formes différentes. Enfin, certaines sont basiques, certaines sont différentes, certaines sont soufflées, etc. Et pour les canettes, c'est beaucoup plus rigoureux. Enfin, c'est pas souvent très funky. Là, il y a un petit côté vraiment différent au niveau de l'ouverture là, de la capsule. Et je trouve que ça change. Et il me semble que dans leur à vérifier, il faudra aller voir, il faut taper Milk Beer Moik Miok sur Internet. Il me semble que dans leur pack shot, ils promeuvent l'ouverture, mais sans capsule du tout. J'ai l'impression qu'ils font... en gros, ils versent le produit dans des verres. Mais pas avec la petite languette relevée, puis tu verses le truc, la languette est complètement arrachée et ça donnait un petit côté un peu trash qui connotait avec les belles couleurs un petit peu plus rose et tout, un peu plus manga on va dire. Un peu dans l'esprit des bouteilles, alors je sais pas si ça se fait, mais je sais pas si tu vois sur des marques comme Skoll ou des trucs comme ça, je sais pas si tu vois. Ouais. Avec des trucs soi-disant ouverture facile. Ouais. C'est genre de la bière, mais tu tires et hop, c'est ouvert, quoi. Qui est pas si facile que ça, des fois. Ouais, des fois ça foire. Mais c'est peut-être c'est dans cet esprit-là que tu penses qu'elle est. Ouais, là tu peux regarder en même temps. Je suis sur Behance, là j'ai tapé Miok Milk Beer et ouais, en fait, ça a vraiment la texture du lait. Enfin, c'est vraiment
on dirait du lait, quoi, et on voit un grand fond rose avec deux mains qui sont, enfin, une main qui verse le produit, et l'ouverture, elle est complètement trashée. Enfin, ça donne vraiment une ouverture. Au final, c'est moche, mais je trouve qu'il y a un petit côté contraste avec le design mignon qui fonctionne plutôt bien. Donc, intéressant. Et le packaging aussi est assez sympa. Enfin, on le mettra sûrement sur le lien de l'épisode en description. Je l'ai trouvé en direct là. Ok, ouais. Ah oui, effectivement. Mais très très. Bref, bon, c'est un produit assez atypique par rapport à tout ce qu'on a vu jusque-là, mais. Ok. À garder en tête, en tout cas. Voilà. Absolument. Suivant. Nudity. Nudity Opera. Alors là, j'ai aucune idée de quoi il peut s'agir. Spontanément, je serais convaincu que ça pourrait être un cocktail. Ouais, bah c'est marqué Cocktail Socialism. Ah, ok. Donc, un truc de Zagreb. Ok. Du coup, c'est étrange en fait, parce que en soi, c'est beau. Enfin, quel que soit le format, chaque format a son truc, je trouve. De la petite bouteille à la grande, enfin, j'achèterais les trois, clairement. Et j'aime beaucoup la sobriété de l'étiquette. Il y a une couleur, beaucoup d'espace négatif, le logo central, et ouais, ils ont pas mal joué sur la texture de l'étiquette aussi. On peut voir que la texture est particulière. Ouais. Et du coup, ça. Côté canson. Ouais. Et ça donne envie. Très sobre. Et moi, je trouve ça léché quand on a quand on a des longues bouteilles avec beaucoup d'espace et que l'étiquette ne prend pas du tout beaucoup de place. Je trouve ça assez smart. Alors, pour la toute petite, on n'a pas le choix. Mais pour la plus grande, c'est assez cool. Là où je pense que c'est très malin, c'est que j'ai le sentiment que c'est exactement la même étiquette. Bon, alors la petite, c'est pas le même cocktail, mais c'est exactement la même étiquette pour les trois formats. Donc, c'est-à-dire que d'un point de vue pratique, ils ont développé une étiquette et après, peu importe la taille de bouteille, ils utilisent la même. Là où des fois, quand vous pensez à vos étiquettes sur un format spécifique de bouteille 70 centilitres et tout, le jour où vous voulez décliner en 50, en 35 ou je ne sais quoi, vous pouvez vous retrouver à devoir faire d'autres lots d'étiquettes, des formats spéciaux, enfin bref, ça crée... Alors que là, j'ai le sentiment, en tout cas, je pense que même la plus petite, c'est exactement la même... Ouais, c'est la même taille. Donc voilà, bon, évidemment, il faut changer le volume sur l'étiquette, mais sinon, ça vous mâche quand même vachement le boulot. Ouais, c'est cool, hein, c'est sûr. Et vu qu'il la place généralement là, au-dessus sur la partie haute de la bouteille, au final, il y a le même volume, quoi, à ce niveau-là que la plus petite. Donc, assez sympa. Et puis, encore une fois, hein, le orange qui est complémentaire avec le bleu, donc forcément, ça fonctionne, quoi. Parfait. Et on passe à la dernière, il me semble. Ouais. De la bière. Dernière pour aujourd'hui, Samuel Adams, Wicked Hazy. Donc là, on est plus, donc c'est une lager, hein, on est dans la light et hazy lager, donc on est dans la bière. J'aime bien d'ailleurs ce côté hazy lager parce que dans la bière, on a les hazy pale ale qui sont des bières très troubles, mais il y a, pour moi, à ma connaissance, peu de lager qui sont de lager, pardon. Je dis lager, mais c'est lager, qui sont troubles. Donc là, c'est le cas pour celle-là. Et je trouve qu'ils sont assez bien arrivés à mixer le côté old school et new school en même temps, parce que les couleurs sont vraiment vibrantes, ça pète. Il y a deux versions différentes, en bleu et en blanc et jaune. Et ouais. Alors la bleue, elle dit Wicked Hazy. Alors que la jaune, c'est Easy. Wicked et Easy. Ouais. Donc ça doit pas être exactement le même produit. Mais après, oui, le côté tradit, on va dire, c'est qu'il y a, leur mascotte Samuel Adams
qui est dessus, quoi, mais avec un petit traitement coloré. Donc vous avez la marque Sam Adams, hein, très connue à Boston notamment. Mais voilà, mais avec une petite touche funky. Ouais, j'aime beaucoup ce côté typographique en mode BD ou what the fuck. Enfin, tu vois, c'est pas une typo spécifique, ça a été fait sur mesure. Le E, il est en minuscule, le reste, c'est en majuscule. Enfin, il n'y a pas trop de règles dans cette typo. Et c'est ce qui confère ce côté new school résolument. Et puis, ouais, la manière dont c'est imbriqué, je pense que bon, il faut la regarder en 3D et puis il faut tourner autour. Mais en tout cas, c'est osé et c'est un bon mix, encore un bon anachronisme. J'ai l'impression que c'est le truc qui fonctionne en ce moment, quoi. Vouloir garder ses racines ancestrales ou traditionnelles et puis donner un coup de boost de jeunesse et de modernité. Là, pour le coup, c'est vachement bien fait et à mon avis, ça doit bien marcher chez les ricains. Là, je pense que ce genre de visuel, pour avoir vu tous les étalages de bières, de boissons, de Monsters, Energy Drink et compagnie, enfin, il faut que ce soit criard quand même. Et là, ça l'est assez pour être percutant sur les rayons. Il y a un petit côté surenchère, je pense, maintenant quand tu vas dans les rayons Beercraft, c'est des arcs-en-ciel, quoi. Ouais, donc, mais c'est d'autant plus dur de savoir, vu qu'il y a des arcs-en-ciel et que tout le monde fait de l'illustration, tous les brasseurs du moment, toutes les brasseries craft du moment veulent leur illustration, avoir des bières saisonnières, des bières régulières ou des bières qui tournent toutes les semaines. Ça, c'est vraiment des demandes récurrentes que j'ai. Et juste parce que le design est joli, quoi. Mais en fait, on va arriver à un moment où est-ce que tu es là pour durer? Est-ce que tu es là juste de manière éphémère? Et en fait, les nano-brasseries ou micro-brasseries, je pense qu'elles peuvent se permettre ça pour un peu chambouler tout le marché. Et parce que souvent, elles ont un graphiste en interne qui se fait plaisir ou alors ils se débrouillent autrement. Mais pour les brasseries artisanales qui font du plus gros volume, je pense qu'elles doivent être penser plus à la pérennité et comment être là et comment durer. Quand on fait un rebranding, c'est pas facile. Donc, je dirais, ouais, si vous êtes dans le délire brasserie craft, faites attention à tout ce mouvement d'illustration à gogo, de BD, etc. C'est beau, ça donne envie d'être acheté. Mais est-ce qu'on se rappelle pour autant de la marque qu'il y a derrière? C'est pas sûr. Donc, je pense beaucoup à ça. C'est à double tranchant. C'est autant peut-être à court terme tu vas la vendre parce que ça a tapé dans l'œil, mais peut-être que derrière les gens en termes de rétention, ils vont c'était le truc avec la jolie étiquette rouge et bleu et jaune. Par contre, aucune idée, tu vois. C'est comme des fois, tu as des pubs à la télé qui sont très stylées, très rigolotes et tout. Sauf que a posteriori, tu dis mais c'était quoi la marque en fait? C'était, tu vois. Et je pense que c'est peut-être le danger là. C'est effectivement ça peut s'écouler. Sauf que peut-être que c'est des gens qui reviendront pas parce qu'ils auront oublié c'était quoi. Ouais, et puis après, il y a un traitement aussi où à chaque nouvelle bière, tu vas faire une nouvelle illustration, tu vas redemander entre 300 et 1000 balles à un illustrateur pour faire un truc spécifique. Enfin, au bout d'un moment, faut aussi, il y a le flux qu'il y a derrière et ce que ça représente. Donc, je pense qu'avoir un système, un design système derrière son packaging design, c'est quand même la manière la moins coûteuse et la plus efficace de créer du contenu et d'aller dans le temps, quoi. Donc, si je devais avoir une petite stratégie, c'est juste comme on a vu sur NC avant, c'est finalement d'avoir une gamme bien cadrée, bien reconnaissable et de faire en side project des trucs comme ça. Mais pas d'aller frontalement dans ça direct parce que là, pour perdre les gens, il n'y a pas mieux, je pense. Ouais, c'est clair. Carrément. Et du coup, si on devait faire un top 3 pour aujourd'hui? Oh là là. C'est le plus dur. C'est l'épisode le plus dur, je pense. Bon, allez, je vais commencer. Pour moi, le top 3, ce serait Holiday Booster Shot. J'adore. Le Cutthroat Gin. Ouais. Je le kiffe aussi. Très, très spécifique. Et ouais, quand on a
Là, je ne sais pas encore si c'est concept ou non, mais en tout cas, quand on a l'argent de se faire modéliser sa propre bouteille, faut se faire plaisir, quoi. C'est vraiment cool. Donc ça, et puis le tout dernier, je pense. Tout dernier, ouais. Le Samuel Adams. Bah moi, le Cutthroat et effectivement, là, le Conflict, je ne sais plus. Le petit kit, j'ai beaucoup aimé. Troisième, j'ai plus de mal. Mais ces deux-là, ouais, clairement, ils se détachent. J'aime bien les cocktails serbes, là, sinon. Zagreb. Nudity. Ouais, simple, efficace. Et puis mention spéciale pour le gin avec le code barre au milieu. Bien joué. Nickel. Mais oui, je pense que les deux premiers, haut la main, là, on est d'accord. Le deuxième et le troisième, plutôt, ouais. Le premier, c'était une autre, mais... Ok, oui, c'est vrai. C'était le dites-nous en commentaire quel est votre top 3. Et puis oui, on est en train de réfléchir, là on n'en a pas reparlé depuis, mais en train de réfléchir si on ne mettrait pas en place à un moment donné un petit concours non payant du packaging design, je ne sais pas, des spiritueux français par exemple, ou voilà, si on... là, c'est un peu off record, je le sors comme ça publiquement, qu'on n'en a pas reparlé avec Fred, mais en tout cas, c'est une idée qui peut être pas mal. J'ai encore reçu aujourd'hui un énième mail pour concourir avec un des projets de mon portfolio pour faire partie des awards de design. Et puis quand je vais sur le site, ça coûte 100 balles la participation, plus... Enfin, voilà. Enfin, on s'en sort jamais pour un truc encore nouveau qu'on connaît pas. Donc au bout d'un moment, moi, je me suis dit... j'en ai marre, un peu fuck à tous ces awards de bullshit. En tout cas, c'est mon avis à moi. Et au final, pourquoi pas créer le nôtre avec The Butterfield Show et voir ce que ça pourrait donner, de partager vos plus belles bouteilles et puis potentiellement de les noter ou de faire un petit top et puis que ce soit en mode chill, détendu, pas de thunes. Mais d'ailleurs, oui, sans parler de concours, hein, finalement, juste s'il y en a qui veulent nous soumettre leurs produits, leur beau packaging, ils n'hésitent pas. On pourra faire un épisode dédié aux créas françaises, parce qu'il y a beaucoup d'étrangers dans ce qu'on présente, mais il y a aussi des trucs bien en France, donc n'hésitez pas à nous poker, à nous contacter par mail ou autre. C'est weare@bottlefield.co. On remettra tout ça en description, mais en tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer vos mails et puis vos commentaires, vos messages de soutien, vos témoignages, vos peurs, vos craintes, vos désirs. On écoute tout et on review tout après. Voilà. Et votez pour vos préfs en commentaire également. Voilà. C'est clair. Allez, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao, portez-vous bien. Ciao, ciao.